Radio CNR avec Pierre Hillard, le mondialisme, les archives. Du mondialisme, mais tellement de choses sur le mondialisme que les archives, je pense que c'est un pavé, mais il peut y en avoir beaucoup plus. Hein. Il y a déjà un livre. Alors, je vais vous donner un peu la structure du livre. Il fait, alors, ne bondissez pas tout de suite, il fait 780 pages à peu près, mais il se structure en deux parties. Il y a 240 pages de rédaction de ma part, introduction, 4 chapitres, subdivisés en chaque chapitre, une conclusion. Et ensuite, vous avez environ 540 pages de pièces d'archives français, anglais, allemand, italien et hébreu. Et toutes les pièces d'archives en langue étrangère sont intégralement traduites en français, ce qui fait que ça épaissit, si je puis dire, le bouquin. Mais ce sont des pièces d'archives inédites et qui seront toujours valables et encore plus valables dans 50 ans, dans 100 ans. C'est ça, j'ai voulu, dans mon livre Archives du mondialisme aux éditions C'est une contribution, je pense. Sauver ces pièces d'archives rarissimes, entre autres, par exemple, la doctrine du franquisme, avec les originaux écrits en langue hébraïque, enfin en langue hébreu, par Jacob Frank, 1767-1768, et de ses 3 disciples en 1800, sortis par une équipe d'universitaires juifs américains en 1982, dans une revue scientifique. C'est la première fois que ça sort en France, et on comprend Vatican II, et je vous dis, les néoconservateurs américains, quand on a lu la doctrine franquiste. Et je pense que c'est une contribution indispensable à l'histoire. Ah, je bien sûr. Donc, je recommande vivement ce livre. Donc, tapez sur Internet, Pierre Hillard. Archives du mondialisme, ou carrément aller sur Amazon, Archives du mondialisme, ça les fait travailler et ça les oblige à vendre de bons livres. Pour changer. Voilà. Donc, on va parler maintenant de l'idéologie mondialiste. Il y a quelques années, imaginons quelqu'un qui vivait au début de la 4e République. Jamais il n'aurait pu imaginer un gouvernement mondial, à moins d'être dans certaines sphères. C'est un exemple tout à l'heure, Fred Viry. Oui. Dans les années 60, Pierre Virion publie un petit livre, je crois que c'était chez Teki, vers un gouvernement mondial. Exact. Le livre a été reçu avec ricanement, haussement d'épaule. 30 ans plus tard, c'est ça, on y va. Bush parle d'un gouvernement mondial. Donc, comme vous le disiez, il y a un long processus qui amène à ce que nous vivons aujourd'hui et qui n'est pas achevé. On pourrait dire que ce qui pourrait être intéressant de faire comprendre à nos éditeurs, quelles sont l'idéologie qu'il y a derrière. À mon sens, il y a 2 courants. Il y a les mondialistes libéraux et les altermondialistes. Si je veux faire simple, disons, c'est la finance libérée des contraintes douanières et étatiques qui règne en maître absolu. Donc les États, les différences de langue, de religion, c'est un obstacle au marché unique. Et de l'autre côté, les altermondialistes, qui se partagent en fait le pouvoir, ou qui veulent se partager le pouvoir mondial, c'est tenu par les ONG, qui sont la plupart relèvent du courant un peu écolo. Bon, quels sont les grands principes? L'homme n'est qu'un élément de l'univers. Donc même s'il était le centre à la Renaissance, toutes les théories spécistes ramènent l'homme au fond il est considéré aujourd'hui comme un prédateur. Il régresse. Voilà, un prédateur. On va donner des droits à l'air, à l'eau. Aux animaux. Aux animaux. Et ça, c'est dans la législation officielle. L'homme est à la fois considéré comme un élément du tout. Donc on voit certaines théories gnostiques, en même temps un prédateur. Et quelles sont les conséquences sur la démographie, par exemple? Le malthusianisme, non pas tel que l'entendait Malthus, mais qu'un enfant pollue plus que 4 chiens. Bon, il faut être clair. Donc il faut promouvoir, entre autres, l'avortement, qui est une sorte de sacrifice rituel pour, au fond, assurer le lien social.
ce qui est terrible. Aujourd'hui, le lien social, ça fait penser un peu à Carthage contre Rome. Il y a des similitudes. Le bonheur est demain. Et comment peut-il être assuré? Par ce rêve, cette utopie d'un monde unifié, pacifié, interchangeable. Donc, d'où les théories éventuellement du genre. Et on voit que cet humanisme qui était l'héritier des Lumières se retourne en fait contre l'homme. Qui a au fond un conflit anthropologique entre deux visions. Aujourd'hui, il faut le savoir que certains robots jouissent de droits, sont des personnes juridiques, alors qu'un embryon ne l'est pas, n'est qu'un être en puissance. Hein, comme s'ils avaient fait de la philosophie, s'ils savaient la différence entre l'acte et la puissance. Je trouve ça admirable, comme certains mots qui viennent de la langue du passé, des temps obscurs, moyenâgeux, par exemple le principe de subsidiarité, mais détourné du sens. Oui, c'est la pire des méthodes d'ailleurs. Oui. Partir d'un fond juste et dévier en cours de route. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que si au XIXe siècle, on marchait au mythe du progrès, de la science, aujourd'hui, on a peur du progrès, tout en se réclamant du progrès. D'où le principe de précaution, qui est inscrit dans les lois. Très curieux, il y a un balancement ambivalent. Frein, accélère, oui. Ces trucs. Et qu'est-ce qu'on voit? Que si on met, j'ai pas le temps, est-ce que je voudrais que vous parliez aussi, en parallèle, le credo altermondialiste et le credo des mondialistes, on a la même vision anthropologique. On arrive à une post-humanité où l'homme n'est plus qu'un matériel. Et que si au XIXe siècle, c'était le mythe du progrès, il s'agissait au nom de la science d'arracher l'homme pour préserver sa liberté à l'emprise de l'Église, aujourd'hui, si on a dépassé ce stade, on arrive à un matérialisme pratique. Et je pourrais dire que ce n'est pas l'Église qui est menacée, mais c'est l'homme dans son intégrité. Que pensez-vous de cette introduction? Alors, vaste sujet. J'ai trop parlé. Alors, déjà, il y a une remarque. Je commence par les propos que vous avez tenus au début des années 60 qui auraient cru, etc. Certains y croyaient. Très peu. Ah, je vais citer le cas d'une personne. Avant de citer son nom, vous avez, depuis 2004, un institut mondial chargé de la gestion des villes à l'échelle planétaire, qui s'appelle CGLU, Cité et Gouvernement Locaux Unis, qui a subdivisé la planète en 7 sections régionales. Bon. Et en fait, et ça a été lancé officiellement en 2004, et son premier président à l'époque, c'était à l'époque le maire de Paris, Delanoë. Mais en fait, cet institut de 2004, CGLU, n'est que la conséquence de 3 autres instituts, dont le premier est né en 1913, qui s'appelait IULA, qui est sigle en anglais pour Union internationale des autorités locales, créée une organisation mondiale des villes et des cités. Et le deuxième institut, il y en a eu un troisième, deuxième en 1957-58, qui a été créé, qui s'appelait la Fédération mondiale des cités unies. Je vous dis pas tout de suite le nom de la personne, vous allez voir. Et le suivant, dans les années 80-82, je crois, c'est Métropolis. Et ces 3 instituts qui existent encore ont réuni leurs forces pour créer en 2004 CGLU, Cité Gouvernement Locaux Unis. Et dans le comité directeur se trouve l'actuel maire de Paris, donc Anne Hidalgo. Bien. Eh bien, le premier patron de Fédération mondiale des cités unies en 57-58, c'est un chanoine, député, maire de Dijon, qui a inventé le KIR, le chanoine Félix Kir. Donc quand même, se retrouver à la tête d'un institut qui s'appelle Fédération mondiale des cités unies, à moins d'être bouché, et c'est un homme intelligent, on peut deviner que c'était les prémices d'une gouvernance mondiale des cités-États. Ça aussi, il faut voir. Il y a ça. Et le fait aussi, on en a parlé une autre fois, le fait que vous avez eu la création en 1947 d'un institut qui s'appelle toujours d'ailleurs, l'Union fédéraliste européenne, qui elle-même fait partie du mouvement fédéraliste européen. C'est la maison mère, si je puis dire. Eh bien, l'Union fédéraliste européenne a été créée donc en 1947 en Suisse,
Et les dirigeants ont été reçus 1 an ou 2 ans plus tard, à bras ouverts, par qui? Par le pape Pie XII, qui a promu cette chose. Donc c'est intéressant de voir, malheureusement, et Pie XII est le dernier pour moi pape avant Vatican II, voilà. Mais on a déjà le ver dans le fruit bien avant Vatican II, et on a des religieux qui ont joué un rôle. Et je pense à Félix Kir, à la tête de la Fédération mondiale des cités unies. Bon, il aurait dû rester à l'apéritif. Oui, mais je suis persuadé qu'il n'était pas conscient du rôle qu'il jouait. Les idiots utiles sont tellement Oui, utiles. mais parce que on peut très bien, vous voyez, on jumelle telle ville avec telle autre. Et là, c'est Fédération mondiale. Oui. Là, on a envie de dire attention. Et surtout, j'ai envie de dire à ces gens-là, écoutez, chers amis, vous pensez à l'instant d'aujourd'hui, mais pensez dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Est-ce que ça va pas se développer? Et la chose qui paraît normale aujourd'hui sera un poison dans 30 ans. Mais je pense que c'est un sorte de golem qui échappait totalement à ces gens. Et pas au supérieur. Écoutez, quand Joseph Ratzinger, lui, savait ce qu'il voulait. Ça certainement. Quant à Pie XII... Grand pape malgré tout, mais... Ils ont pas malgré tout. Si on regarde ses écrits, le grand combat de Pie XII sur le plan juridique, c'était de lutter contre le positivisme juridique. Très important. Ah ben oui, mais Pie XII était remarquable. Oui, donc là-dessus... Mais déjà... c'est comme... c'est un exemple, vous allez voir. Plus tard, Benoît XVI, on luttera contre le relativisme. Oui, et c'est la pensée anglo-saxonne. Et ça lui a coûté très cher. Oui, mais attention, d'abord, pour Pie XII, déjà, tu sais, je défends ce pape qui a condamné, par exemple, joué un rôle dans la condamnation du nazisme, parce qu'en fait, 1937, c'est Pie XI, mais c'est Pacelli qui a joué un rôle avec des évêques et cardinaux allemands pour condamner le nazisme. C'est pourquoi, d'ailleurs, je répète, j'en profite pour dire à cette radio, on ne peut pas être catholique et nazi. C'est absolument inconciliable. Et lorsque, dans l'encyclique Mit brennender Sorge, littéralement d'un souci ardent, il est dit, entre autres, que le nazisme exprime une confusion panthéiste avec... Alors, évidemment, le nazisme et Hitler en particulier parlaient de Dieu, oui, mais le problème c'est qu'est-ce qu'on met dedans? Eh bien, évidemment, le Dieu évoqué par Hitler, c'était pas la Sainte Trinité, c'était pas le Christ roi des nations. C'était un mélange de mythologie et d'ésotérisme. Et d'ésotérisme avec l'idée aussi de métempsychose, qui s'appelle dans la Kabbale le Gilgoul. Et on a les discours, les propos d'Hitler en faveur de la métempsychose. Et c'est la Kabbale à plein nez, qu'on retrouve dans les propos de Anarchasis Klotz, un des révolutionnaires, que je cite, les propos, il met en valeur la métempsychose. Et d'ailleurs, en fait, dans le nazisme, vous avez l'anticatholicisme et l'imprégnation de la Kabbale, voilà. Alors, comment il s'appelle, Benoît XVI, je rappelle une chose, c'est que, déjà, à partir du moment où vous avez eu la bascule avec Vatican II, le ver, là, il est vraiment dans le fruit. Je rappelle une chose, Pie XII avait comme confesseur le cardinal Béat, qui va jouer un rôle capital et néfaste dans Vatican II, et j'en ai apporté la preuve, puisque dans mon livre Atlas du mondialisme, j'ai l'original de janvier 1966, donc la revue Look, qui à l'époque tirait à 7 millions d'exemplaires, revue acquise au mondialisme, à la diversité et à la modernité, et il y a la photo, donc l'article en question c'est How the Jews Change Catholic Thinking, comment les Juifs ont changé la manière de penser catholique, et vous avez entre autres donc les explications comment Béat et ses acolytes Österreicher et Baum, qui étaient en fait des juifs convertis, c'est la revue qui le raconte, je fais que rapporter, eh bien vous avez la fameuse photo du 31 mars 1963 à New York, où Cardinal Béat est avec entre le rabbin Eschel, Abraham Eschel et tout le reste, pour favoriser l'œcuménisme, la liberté religieuse, et ça va permettre le fameux document Nostra Aetate. Donc le ver est dans le fruit, et tous les papes, qu'on appelle papes depuis Jean XXIII jusqu'à aujourd'hui, n'ont fait que apporter un élément négatif, et je rappelle quand même l'encyclique de Benoît XVI, qui appelle à la mise en... déjà avant de parler de l'encyclique, vous connaissez le premier message de Noël de Benoît XVI? Je vous cite de mémoire. Donc son premier message de Noël, c'est en parlant de l'enfant de Bethléem, enfant fragile, homme moderne regarde l'enfant fragile de Bethléem, prend sa main afin de t'engager dans l'édification du nouvel ordre mondial. Seule une humanité unie pourra combattre le terrorisme, etc. Oui, non. Eh ben, pour quelqu'un qui est catholique, c'est
impossible. En fait, Je vais vous répondre là-dessus, voilà. mais on s'éloigne du sujet. Ah ben non, mais en proprement. plein dedans, frère. Pas tout à fait d'accord. C'est quoi, j'en Parce que profite. l'humanité unie, on peut dire que si l'Église, du moins dans la théologie classique, est considérée comme une société parfaite, elle est, et je pense, le seul rempart contre le mondialisme Entièrement d'accord. et la seule réponse. Et comme le disait un auteur qui est frappé de damnatio memoriae, c'est la seule internationale qui tienne. Entièrement, ça, là, je suis entièrement... Sinon, je ne serais pas catholique, si. Bon, et je pense qu'on peut dire qu'effectivement, cet enfant, du moins si on est croyant, apporte la paix entre l'homme et Dieu, Oui. Et entre l'homme et la femme. entre l'homme et la femme, et à l'intérieur de l'humanité. Et je rajoute ce petit élément, frère Thierry, je vous laisse la parole. Une chose que ce que j'aime dans le christianisme, entre autres, c'est qu'il a apporté, il a apaisé les rapports entre hommes-femmes à un point que un homme et une femme, sans être mariés, peuvent danser. Sans pour des danses, je parle pas de danse lascive, mais peuvent danser, chose qui est absolument impossible dans une religion musulmane où vous n'avez pas l'homme qui va saisir une simple valse avec une femme. C'est simple, C'est inconcevable. C'est inconcevable. Alors qu'un homme peut valser et c'est avec une femme, c'est très joli à voir avec les musiques de Strauss et les vases de Vienne. Eh bien, ça montre qu'un homme peut avoir une attitude correcte sans pour autant lui sauter dessus, voilà. Bon, et ça, le christianisme est absolument d'une modernité. Absolument. Et il a épanoui la nature humaine et qu'on ne trouve pas ça ailleurs. Voilà. Donc, revenons à l'utopie mondialiste. Donc, la finance libérée des contraintes étatiques cherche un marché unique, Oui. un homme interchangeable, consommateur quel que soit le pays. Indifférencié. Donc, qu'est-ce que sont les obstacles? Toutes les structures traditionnelles. La famille, La cellule familiale classique. classique. Et c'est pour ça, regardez les projets de l'ONU, entre autres sur la santé sexuelle. Et on n'est certainement pas à la fin de nos surprises. Et j'inviterai les auditeurs à lire avec soin les études qui ont été faites sur Kinsey. Et entre autres le livre de Marion Sigaud sur les droits sexuels. Oui. On voit... Alors des fois, l'adversaire a monté le bout de l'oreille. Hein, on peut penser à deux personnages. Hein, les petits-enfants, ils aiment la tendresse, ils viennent vous embrasser sur la bouche. Hein, il y a un prêtre qui a même défrayé la chronique en ayant l'outrecuidance ou la naïveté de dire des inepties de cette nature. Et plus qu'une ineptie d'ailleurs. Bon, passons. Ouais. Et quant à un héros de 68 qui se vantait, après il a prétendu que c'était pas tout à fait de ça, mais enfin c'était quand même ça. Oui. J'emploie le mot de ça pour penser, on reste dans le vocabulaire freudien. Hein. Quand on voit la vidéo, Oui, effectivement, c'est très clair. ce cher Dany, Bon, voilà, on a compris. mais tout le monde sait de qui il s'agit. Mais il n'était pas le seul. Oh, bien sûr, oui, oui. Et on voit très bien dans les projets onusiens qu'il n'y aura pas de limite. Et relisez Kinsey. Hommes, femmes, animaux, du moment qu'on est consentant, c'est la paix universelle. D'ailleurs, les hommes chèvres, c'était une utopie du XVIIIe siècle. Oui. Eh bien, je peux ajouter une autre information. Les satires, c'est vieux. Et Oui. puis l'information. C'est vrai, Et ça un fait autre rire. livre où se mêle à la fois transhumanisme, Oui. perversion sexuelle, tout ce que vous voyez, c'est le bouquin sorti en 1896-98, enfin fin 19e siècle, le livre de H.G. Wells, L'île du docteur Moreau, où vous avez déjà des greffes d'animaux sur des êtres humains, vous avez l'homme fauve ou léopard, enfin bref, et évidemment des êtres hybrides qui sont plus hommes, plus femmes, plus animaux, enfin, bon ça c'est la version Donc, grossière fin oui. 19e siècle, mais on y est aujourd'hui avec les manipulations génétiques, elles bien plus subtiles. Et les cyborgs, perverses et les perverses. cyborgs ne sont pas une chimère. Ah oui, et vous avez maintenant on commence à voir, on voit ça dans les films de science-fiction, mais on va le voir de plus en plus en réalité, la création, vous savez, de robots qui courent, qui sont très habiles sur leurs pattes, Ouais.
et qui vont qui vont pouvoir poursuivre les dissidents dans les rues. Bon, ça, vous allez avoir des drones, voire des drones très petits, miniaturisés. La moindre mouche qu'on verra voler, on dira que c'est un drone. Je pensais, je sais pas si vous vous rappelez, Chaban-Delmas, à un moment, il voulait être président de la République, il avait sorti de la naphtanine le 70, pauvre Malraux, qui suggérait de remplacer ou de soulager les professeurs par les télévisions. Bon, il n'a pas eu un grand succès. Mais aujourd'hui, vous avez des robots... Attendez, aujourd'hui, vous avez des robots assistants de professeurs qui sont capables de corriger à l'instant la réponse de toute une classe. Eh oui. Donc, on va bientôt arriver à la fin de l'émission. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Que l'homme qui était, au fond, au centre de l'univers, au centre du macrocosme, il descend encore. Sans s'en rendre compte, il est ramené plus bas peut-être que les animaux. Et punition divine. Tu as voulu faire le chef, tu vas voir la suite. Que c'est aujourd'hui, certainement avec le transhumanisme ou la post-humanité, on arrive à un basculement anthropologique qui est l'ultime conséquence d'une dérive qui remonte à la nuit des temps. De la rébellion humaine. Depuis Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Et ça, c'est ce que disait le serpent. Eh bien, en fait, on retrouve le fond et la rébellion de l'homme, et un jour ou l'autre, on paye. Et là, on le paye de plus en plus. On n'est qu'au début. Sauf retournement miraculeux de la situation. Parce que, les débordements des mœurs ne sont qu'un amusement pour, on pourrait dire, je vais reprendre les termes de Voltaire, de la populace. C'est les jeux, les cirques. Banane et circonstance. Oui. Mais à la limite, aujourd'hui, on est passé au virtuel. Oui. Les jeux virtuels en particulier. Aux jeux virtuels. Et on voit très bien comment cette humanité est dépassée par la technique. Regardez, moi, je voulais clôturer sur quelque chose de positif qui va faire plaisir à frère Thierry. Dans mon village, on peut pas. Dans le village, tu vois, là, tu peux... on reçoit rien. Ah, sauvé. Sauf si on va vers l'église. Et là, les ondes arrivent. Il a fait. Bon, en tout cas, c'est pas. Là, je l'invente pas. C'est concret. Oui, c'est du concret. Et en particulier, j'en profite pour rappeler aux auditeurs que ceux qui veulent vraiment comprendre l'histoire du mondialisme, vous avez mon nouveau livre, donc Archives du mondialisme aux éditions Nouvelle Terre, et qui est avec une couverture où il y a un ange, l'Angelo de la Luce, ange de lumière, dont le pied repose sur une pyramide. Il y a les photos en couleur dans ce livre. C'est dans une église à Rome, Angelo de la Luce, c'est Satan, c'est l'ange de lumière, c'est le porteur de lumière. C'est l'intrusion du satanisme dans l'église, devenue conciliaire avec Vatican II. Alors, il ne faut pas oublier, et on va conclure là-dessus, que Lucifer ou Satan, Lucifer, l'ange porte-lumière, n'a pas perdu son nom. Il est porteur de lumière. Oui. Et cette lumière fascine et trompe. Oui. Et que l'homme a au fond deux armes pour résister. La foi, s'il en a, et la raison. Alors la raison est peut-être plus ou moins faible. La foi aussi, parfois. Et la foi aussi. Mais sans ces deux armes, c'est terminé. Aucune société ne peut résister. Exact, entièrement d'accord. Merci beaucoup. Merci à Pierre Hilard. Merci. On se fera d'autres causeries comme ça. C'est extraordinaire. Je me forcerai. Radio Cernéa vous dit à très très bientôt.